il n'y a rien de plus toxique que la perfection. Et ça devient insupportable pour soi-même à long terme, parce que l'opération 10-1, vous voyez, dans leur esprit, ça se traduit par 0. 10-1 est égal 0. Pas 9, mais 0. Pourquoi? C'est-à-dire que la vérité, on ne sait pas si elle existe et on ne sait pas s'il y a quelqu'un qui la possède. Dans la dépression, ça n'est pas l'adulte qui est déprimé, c'est la dépression de son enfant intérieur qui monte, même s'il ne se passe rien. C'est pas l'angoisse, c'est pas la souffrance, c'est pas la dépression. Le problème, c'est les mécanismes de défense. C'est parce qu'on lutte. C'est l'acceptation du contraire, si vous voulez, qu'on n'a pas évacué, qui permet que vous gaspillez moins d'énergie. Vous allez vous épuiser moins à lutter, que vous acceptez comme ça l'inacceptable, et ça vous laisse tranquille. Ça laisse tranquille dans un coin, ça vous permet d'avancer. Bună ziua și bine v-am regăsit la Mandachi Educați pe canalul de YouTube Ștefan Mandachi, acolo unde vorbim despre educație, motivație, inspirație și exemplu personal. Astăzi l-am ca invitat pe profesorul Musa Nabati, doctor în psihologie la Sorbona. Bună ziua, domnule Nabati, bine ați revenit la Mandachi Educați. Bonjour. Astăzi o să vreau să abordăm mai multe teme foarte importante, dar înainte de asta vreau să vă ofer un dar. Este o mască tradițională făcută manual în zona Bucovinei, o mască românească, are și un tricolor aici la pălărioară. Vă dau numele tuturor prietenilor mei pe care i-ați ajutat cu cărțile dumneavoastră fabuloase. Și o să profit... Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah bah dis donc, c'est un très bon souvenir, je le garderai. Je vais l'exposer. Merci beaucoup, monsieur Stéphane. Cu mare plăcere, Merci. cu mare plăcere. E un mic dar în raport cu volumul imens de informații pe care mi l-ați dat prin cărțile dumneavoastră. Dar nu întâmplător v-am făcut cadou această mască. M-am gândit mult cu ce să vin la Paris, că nu vin cu mâna goală la Musa Nabati, care e idolul meu. Și mi-am dat seama că aș fi mai autentic și mai integru dacă v-aș da o mască, întrucât și eu port foarte multe măști. Și prima întrebare ar fi previzibilă. De ce ne punem atât de multe măști și de ce vrem să fim altceva decât suntem cu adevărat și ne consumăm toată viața ca să reușim să ajungem ceva ce nu suntem de fapt? Oui, vous avez parfaitement raison. Enfin, permettez-moi de vous remercier d'abord, enfin moi aussi, voilà, pour votre gentillesse et pour votre accueil très chaleureux. Et puis j'exprime aussi vraiment que c'est un cadeau, une récompense très précieuse pour moi, parce que écrire un livre, moi j'en ai écrit à peu près une quinzaine, c'est très difficile, c'est très dur d'écrire un livre, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et donc, ma récompense, c'est de voir que ça peut aider vraiment des personnes dans leur cheminement intérieur pour arriver, je le dis tout le temps, au projet qui en vaille la peine, le projet le plus précieux, qui est de se désaliéner et de devenir soi. Et donc, quand vous parlez du masque, c'est vrai que nous avons tendance à porter beaucoup de masques dans notre vie. Voilà, parce que on a une image de soi qui narcissiquement n'est pas très nourrie, une image de soi très maigre et très déformée et très négative. Et donc, on a tendance, par rapport à cette image négative qu'on a de soi, de se masquer, de porter des masques, parce qu'on est persuadé que si on est vrai, si on est soi, on n'est pas légitime et personne ne nous aimera. Et donc, personne ne nous reconnaîtra, on ne comptera pas. Et donc, voilà, on est obligé de se déguiser en quelque sorte pour plaire. Par exemple,
quand on parle de la perfection, c'est aussi un masque, hein, parce que le but de la perfection, qui est un symptôme, ça veut dire qu'on va très mal. Le but de la perfection, c'est effectivement de trouver donc de la reconnaissance et de l'estime des autres qu'on n'a pas soi-même. Voilà. Mais alors, si vous voulez, moi j'ai des patients qui, par exemple, j'ai un patient, enfin j'avais plutôt un patient qui était enseignant-chercheur dans un endroit ici, c'est même plus important que la Sorbonne, qui est le CNRS, Centre National de Recherche Scientifique. Eh bien, ce monsieur, qui était vraiment très, très brillant, il avait plein de publications, il était invité dans des congrès mondiaux à travers l'Europe et les États-Unis. Eh bien, il était persuadé qu'il était dans l'imposture et qu'un jour ou l'autre, on allait s'apercevoir qu'en fait, il est nul, il est incompétent et que vraiment, il est pas aussi compétent et aussi calé, aussi intelligent et aussi performant que ça. Et que donc, alors qu'il était vraiment... Parce que le CNRS, c'est l'endroit où les prix Nobel sortent de là-bas. Donc, on peut pas douter de leur intelligence. Donc, il était persuadé qu'un jour ou l'autre, il va être démasqué. Démasqué. Et démasqué, c'est-à-dire sans masque, c'est-à-dire qu'on va s'apercevoir que vraiment, il vaut rien, que c'est une supercherie, c'est un mensonge, en fait, par rapport à son identité. Alors, j'ai connu aussi des jeunes filles qui étaient en couverture de la page des magazines féminins de la beauté. Et même ces jeunes filles qui étaient reconnues comme objectivement belles, eh ben, elles avaient tendance à faire des chirurgies esthétiques, etc. Mais enfin, elles ne se sentaient pas belles. Parce qu'en fait, pour se sentir beau, pour se sentir belle, il faut déjà se sentir bon. Il faut déjà se sentir légitime. Il faut déjà, si vous voulez, avoir un capital narcissique. Il faut avoir une image de soi saine. Voilà. Donc, je réponds, voilà. Donc, on a tendance à porter des masques et même, quelquefois, notre fonction. Alors, il y a aussi des fonctions qui peuvent servir de masque. Quelquefois, même nos fonctions, par exemple, la fonction de mari, la fonction de femme, la fonction de père, la fonction de mère, vous voyez, il y a la fonction, je ne sais pas moi, de médecin, quelquefois même nos fonctions peuvent servir aussi de masque. C'est-à-dire cacher notre identité profonde, cacher la personne que nous sommes, cacher notre subjectivité, c'est-à-dire cette façon personnelle, intime qu'on a de penser, de croire, de regarder les choses et tout ça. Donc, quelquefois, on a recours à nos fonctions pour cacher ce qu'on croit notre identité. Voilà, alors que c'est tout à fait infantile, c'est tout à fait par rapport au regard mauvais qu'on a de soi. Alors, il y a des tas de gens aussi qui se croient anormaux. Vous voyez, ils se croient, je suis pas normal, je suis pas normal. Ils se donnent des étiquettes pathologiques parce que ils pensent qu'en étant comme tout le monde, ils auraient une possibilité d'être acceptés, d'être intégrés, de ne pas être rejetés. Alors, ils étouffent leur subjectivité profonde. Ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent parce qu'ils ont peur que s'ils disent ce qu'ils pensent, que ça ne plaise pas, que ça va blesser. Vous voyez ? Donc, voilà. Alors, donc, il y a... voilà, alors peut-être que dans les carnavals, enfin tout ça, quand on portait des masques, c'est peut-être une façon ça permettait de se démasquer. Vous voyez, on portait peut-être des masques quelquefois, ça permettait d'enlever les masques et de se comporter avec légèreté, avec insouciance, avec audace. Voilà. Donc, les masques, ça provient de l'image altérée de soi, de l'image, un peu, si vous voulez, pathologique de soi, qu'on se trouve que
que si on est tel quel, on ne va pas plaire. Donc, il faut avoir un déguisement. Mais alors, le problème, c'est que plus on fait ça, et plus les autres, ils auront tendance à nous rejeter. Pourquoi ? Parce que les autres, en fait, ils voient beaucoup plus ce que nous cachons que ce que nous exhibons, que ce que nous montrons. Oui. C'est un peu comme les chiens un peu douaniers. Parce que les chiens douaniers, si vous cachez la drogue au fin fond du camion, ils ont un flair, ils ont été éduqués, ils ont un flair, ils détectent la drogue et ils vont chercher la drogue. Alors, ben nous, c'est pareil. C'est que dans des relations avec nos enfants, avec nos partenaires, avec notre femme, avec notre mari, plus on cache cette image mauvaise de soi, et plus les autres, ils ont tendance à le voir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelquefois, quand on est, par exemple, quand on a peur de déplaire, quand on a peur d'être rejeté, on fait tellement de perfection, on est tellement esclave, on est oui monsieur vous avez raison, bah c'est bien et tout ça. On est tellement sensible et susceptible que les autres ils voient notre angoisse d'abandon et notre mauvaise image de soi-même qu'on est en train de cacher. Et en fait, comme les chiens douaniers, ils répondent à ça et ils nous rejettent. Alors que quand on se montre un peu plus vrai, un peu plus authentique, un peu plus mauvais, voyez, c'est-à-dire un peu moins conforme, un peu moins dans les rangs, un peu moins normal. Voilà, cette sincérité, cette authenticité les rassure et ils ont beaucoup plus la possibilité de nous aimer que si on est parfait. Il n'y a rien de plus toxique que la perfection. Et ça devient insupportable pour soi-même à long terme. Et puis même les autres, après, ils insupportent quelqu'un de parfait parce que il n'y a pas de lien, parce que c'est artificiel. Voilà ce que j'aurais tendance à répondre pour le masque. Oamenii, în general, poartă mai multe măști, purtăm mai multe măști. Ne punem masca împlinirii, masca succesului, masca reușitei, masca puterii și uneori, la nevoie, și masca tristeții, masca depresiei. Care credeți că este cea mai des utilisată mască? Bah, aucun, parce que si vous voulez, c'est utile à court terme. C'est-à-dire que si vous montrez un masque de pouvoir... Dar între pacienții dumneavoastră, la nivelul pacienților sau în general, ce măști ne punem cel mai adesea? Că am sesizat ceva, de pildă, masca vinovăției nu prea ne-o punem. Ne simțim vinovați, dar nu ne arătăm foarte vinovați. Încercăm să cosmetizăm unele măști. De aceea v-am întrebat. Oui, bah, le masque qu'on porte le plus souvent, c'est le masque, si vous voulez, de perfection, de bonté. Enfin, ça dépend aussi des valeurs sociales, si vous voulez, de solidarité. Et voilà, enfin, surtout la perfection pour se dire que, pour éviter justement de se croire ou d'être désigné comme mauvais, comme coupable, voilà, comme sans défaut. Pourquoi ? Parce que, en fait, une personne adulte, voilà, quelle est une autre définition de la personne adulte ? Une définition de la personne adulte, c'est quelqu'un qui a une image, non pas bonne, mais une image saine de lui, une image correcte de lui, c'est-à-dire qu'il est conscient de ses capacités, de ses vertus, de ses qualités, vous voyez, et il est conscient de ses limites. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas dire une bonne image de soi, mais il faut dire une image de soi saine. Une image saine de soi, c'est une image où le sujet adulte, il a à la fois confiance dans ses capacités et conscience de ses limites. Voilà. Alors, pourquoi chez les autres, on est obligé de porter un masque ? Parce que l'opération 10-1, vous voyez, dans leur esprit,
ça se traduit par 0. 10 moins 1 est égal à 0. Pas 9, mais 0. Pourquoi? Parce que c'est dans une logique infantile de tout ou rien. Et le détail et la totalité, c'est pareil. Et si j'ai la moindre faille, si j'ai le moindre défaut, mais je dis des défauts, mais le terme de défaut, ça ne me plaît pas parce que c'est un jugement moral. Enfin, disons, si à la moindre faille, la moindre limite, eh bien, voilà, 10 moins 1 est égal à 0. D'ailleurs, c'est pour ça que le déprimé, s'il y a une rupture sentimentale, il ne voit plus rien du tout. Il ne voit pas qu'il est jeune, qu'il est en bonne santé, qu'il a un mari ou qu'il a une femme, qu'il a des enfants, qu'il a fait ceci. Non, tout 10 moins 1, ça disparaît et ça devient 0. Et c'est là où on est obligé, effectivement, de porter des masques. Les masques, en fait, c'est pour cacher quoi? Cacher la faille, cacher le manque. Alors qu'en fait, dans les mathématiques, 10 moins 1 n'est pas 0, c'est 11, et c'est 9. Mais dans la réalité psychologique, puisque je pense que le regard psychologique et le regard vers l'extérieur et le regard psychologique ne sont pas pareils, 10 moins 1 est égal 11. 10 moins 1 est égal 11. Pourquoi? Parce que c'est la conscience et l'acceptation de ces limites qui nous épanouissent et qui nous enrichissent. Voilà. Alors donc, on porte des masques dans la société la plupart du temps. Voilà, c'est des masques de conformisme. On appelle ça le conformisme. C'est-à-dire, on parle pas, mais on est parlé. On est parlé. C'est-à-dire, on dit des choses, on dit politiquement correctes. Voilà. On étouffe sa subjectivité, on étouffe sa sensibilité propre. Vous voyez? On n'ose pas dire ce qu'on pense vraiment, je ne sais pas moi, d'un débat politique, d'une idée, d'une personne, de ça, pour faire plaisir, en fait, pour plaire. C'est-à-dire qu'on fait plaisir, vous voyez, pour être accepté, pour être aimé, pour faire plaisir, parce que l'angoisse la plus terrible, quand on porte des masques, c'est de déplaire et d'être abandonné, comme dans son ailleurs et avant, comme naguère, on a été délaissé par des sentiments de culpabilité ou n'importe quoi. Alors donc, oui, c'est-à-dire que la volonté de perfection, c'est quelque chose qui commence très tôt. Parfaite, pas avoir de manque, être un bon père, être une bonne mère, être une bonne épouse. Alors que dans la psychothérapie que je propose, c'est essayer de conjuguer les ténèbres et les lumières. C'est-à-dire d'intégrer, non pas des défauts, parce que les défauts, c'est un jugement moral, mais ces autres côtés, les côtés, donc son ombre, enfin tout ce qu'on croit que ça peut déplaire. Nous avons 5 sens. Le regard, l'olfaction, le goûter, le toucher, vous voyez, tout ça. L'oreille. Notre oreille, à l'état normal, il peut entendre les plus belles musiques de la terre et aussi les marteaux-piqueurs, les bruits de la bombe. Notre œil voit les beautés les plus merveilleuses et ensorcelantes, la beauté de la rose, et il voit aussi les dehors. L'olfaction peut sentir les parfums les plus exquis et les odeurs les plus dégoûtantes. Notre palais peut sentir le vin, le Bordeaux millésimé extraordinaire, et puis des choses amères, des choses désagréables et tout ça. On ne peut pas sélectionner. On voit la beauté parce qu'on est capable de voir la laideur. On sent la douceur parce qu'on a la sensibilité d'avoir la douleur à cause d'une piqûre. Donc, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, l'agréable et le désagréable sont dans la dialectique féconde des contraires, ensemble, unis dialectiquement. Donc, on ne peut pas sélectionner parce que si vous voulez entendre que les bruits absolument, la musique de Beethoven seulement,
eh ben c'est tout ou rien là-dedans, vous voyez. Alors c'est pour ça que c'est très important. Alors c'est pour ça que je dis toujours, c'est important de préserver sa capacité de souffrance. C'est pas par masochisme, mais c'est parce que c'est ça qui nous permet de garder notre sensibilité humaine dans son intégralité pour pouvoir aussi participer à la joie. Vous comprenez? D'ailleurs, même dans notre cerveau, vous voyez, nous avons des centres, par exemple, qui font que quand la joie dépasse un certain degré, comme s'il y avait quelqu'un qui éteignait. Parce que sinon, si ça développe, on est dans l'implosion. C'est comme l'orage qui vient et qui détruit tout. Donc, la tristesse, vous voyez, donc c'est très important pour que la joie et le bonheur et tout ça, ça ne dépasse pas un certain degré. Sinon, c'est l'implosion. C'est pour ça que dans toutes les religions, sans exception, nous avons des festivités, des périodes de joie, etc. Et nous avons aussi des périodes de jeûne, des périodes de souffrance et tout ça, parce que il faut que la complémentarité, que l'union soit préservée et ça soit pas clivé. Donc, la perfection, donc effectivement, c'est un symptôme. Alors, justement, par exemple, si on regarde l'histoire de hyper-propreté, on appelle ça en France, il est maniaque, tout propre, tout, et tout est en ordre, vous voyez, tout est ordre, propre et tout ça. Voilà. Alors donc ça, ce sont les deux symptômes, c'est-à-dire la propreté excessive et l'ordre excessif, vous voyez, ce sont les deux symptômes qu'on retrouve souvent, très souvent, chez les jeunes filles qui ont été abusées sexuellement avant. Et comme si en devenant adulte, les jeunes filles, parce qu'en fait, quand une jeune fille, par exemple, est victime d'inceste, vous comprenez? Voilà. Il y a deux choses qui se passent en elle. C'est d'abord une espèce de sueur, comme si elle a été salie, vous voyez, et une espèce de confusion, comme si le père, vous voyez, donc, a confondu la différence des générations. Le père a considéré sa fille, qui est sa progéniture, qui est sa fille, comme si c'était sa femme, son amante. Vous voyez. Donc, la jeune fille qui a été abusée sexuellement quand elle était petite, à l'âge adulte, elle va devenir hyper propre et hyper organisée pour guérir, si vous voulez, le désordre et la sueur qu'elle a subie quand elle était jeune. Voilà. Alors ça, c'était voilà pour perfection, voilà les masques qu'on porte pour se cacher, parce que le petit garçon, parce que la petite fille en nous a cette crainte, voilà, de ne pas être désiré, de ne pas plaire, de ne pas voilà, parce que si cette crainte chez lui existe par rapport à être délié, à ne pas être intégré. Donc, ça développe, ça révèle en lui les deux inquiétudes fondamentales, majeures de tout être vivant, manquer de nourriture et manquer de protection. Donc, besoin de porter le masque pour se préserver contre ça. Est-ce que ça va? Mulțumesc. Apropo de masca bunătății, de masca democratică, de masca patriotică, atunci când au loc alegeri politice, de obicei societatea se rupe în două. Și vreau să vă spun ceva ce am trăit pe propria mea piele. Întrebarea ar fi următoarea. Cum reușești să rămâi autentic și asumat într-o societate care are o predispoziție către ură, către hate? Speța proprie despre care vă spuneam, am spus cu cine nu votez, nu cu cine votez, și s-a declanșat practic un fenomen al urii împotriva mea cu o doză uriașă de fake news, ceea ce m-a făcut să-mi pun serioase semne de întrebare cu privire la capacitatea unui individ de a-și putea menține autenticitatea, să fie autentic, să spună, dom'le, eu nu cred asta sau eu cred asta.
Cum vedeți dumneavoastră fenomenul de fake news, de minciună la nivel de țară, la nivel de societate? Cum poți să-ți menții filonul, nucleul tău autentic într-o astfel de societate? Plină de măști, pentru că oamenii spun, domnule, eu știu care este adevărul, eu dețin adevărul. Opțiunea mea este opțiunea corectă. Deci dacă spui, am și eu o părere diferită, nimeni nu te bagă în seamă. Lumea spune că ești conspiraționist sau, mă rog, nu ai aceeași părere cu mine? Înseamnă că ești conspiraționist, înseamnă că ai planuri diabolice. Societatea devine din ce în ce mai divizată, deși pretinde că poartă o mască a unității. Oui. D'ailleurs, ça c'est tout à fait vrai parce que justement, alors le masque, c'est intéressant parce que en fait, sur le plan donc social, les mots qu'on emploie, vous voyez, c'est intéressant parce que par exemple, quand dans une période on parle beaucoup de solidarité, quand dans une période on parle beaucoup de démocratie, quand dans une période on parle beaucoup de vérité et tout ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, ces mots-là sont employés pour venir cacher, vous voyez, masquer, une vérité inverse. C'est-à-dire quand il y a de moins en moins de démocratie, qu'on parle beaucoup de démocratie, on parle beaucoup de ce qui, dans la réalité quotidienne, fait défaut. Parce que la vérité est silence. C'est-à-dire que quand il y a, on ne parle pas. On n'en parle pas. Donc, c'est vrai qu'il y a un usage totalement manipulatoire des slogans. Voilà. Et d'ailleurs, les hommes politiques ont tendance à s'adresser à l'enfant intérieur en lui promettant la matrice. C'est-à-dire, vous allez voter pour moi, vous allez avoir le niveau de vie qui va augmenter, vous allez avoir la sécurité, on va mettre tous les étrangers dehors, on va mettre tous les délinquants en prison, vous allez être bien et tout, libre et tout ça. Mais ça, ce sont vraiment des souhaits de l'enfant intérieur qui veut retourner dans le ventre de maman. Alors qu'en fait, le seul but de l'homme politique, c'est de conquérir et de conserver le pouvoir. Et donc, il n'en a rien à faire de ses électeurs. Il utilise ses électeurs. Maintenant, par rapport à la question que vous posez, comment se défendre quand il y a des fake news? Parce que, enfin, moi, je ne peux pas répondre ça sur le plan collectif. Mais sur le plan individuel, j'aurais tendance à dire deux choses. C'est que, parce que quand vous défendez une idée, vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit que l'important, c'était de faire confiance à ses capacités, vous voyez, et être conscient de ses limites. Voilà. Et quand vous défendez une thèse politique, sociale et tout ça, ce qui me paraît important pour la personne, pour l'individu, pour vous, c'est que vous ayez votre conviction, d'accord, mais que vous compreniez que le discours des autres peut être également légitime. C'est-à-dire que vous n'avez pas la vérité. Que vous dites un discours parce que tout discours est discours d'un désir. C'est-à-dire que la vérité, on ne sait pas si elle existe et on ne sait pas s'il y a quelqu'un qui la possède. Si vous partez du thèse que vous êtes convaincu, vous défendez ça, vous pensez que c'est vrai, mais que vous n'empêchez pas les autres de penser autrement, vous comprenez? Ça vous rend très fort et ça vous met dans une position où vous exprimez très sobrement votre point de vue et puis c'est tout. Parce que si vous vous mettez à vous prouver, à défendre, à dire que les autres ont tort, à dire que vous avez raison parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça, en fait, ça montre que vous n'avez pas la croyance profonde. Parce que si on se justifie trop, c'est parce qu'on a quelque chose à se reprocher ou on a une faiblesse. Sinon, si vous êtes fort, vous dites une chose, une fois, deux fois, et puis vous comprenez que les autres puissent se dire autrement. Bouddha disait, si tu veux te faire entendre quelqu'un, tu lui dis, alors, Stéphane, je voulais te dire que...
Si vous vous mettez à hurler, il se bouche les oreilles et il n'entend rien. Donc, la chose la plus importante, que ce soit sur le plan politique ou même dans les rapports avec le couple, hein, c'est que vous pensez quelque chose, vous croyez quelque chose, c'est vous qui parlez par rapport à votre passé, par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à vos angoisses, par rapport à vos désirs, enfin, c'est vous. Votre discours, voilà. Vous l'exprimez une fois, voilà, 2 fois, et puis c'est tout, parce que plus vous allez prouver, plus vous allez attaquer l'autre et plus vous vous enfoncez, en fait. Alors que si vous dites simplement une chose, petit à petit, les gens, ils viendront vous demander et non pas se fermer les oreilles. Alors que ça soit, enfin, je ne voulais pas trop en parler sur le plan politique, mais vraiment sur le plan d'attitude, de confiance en soi et de conscience de ses limites, ça me paraît la plus rentable. Parce que sinon, si vous croyez que vous dépossédez la vérité, et bah, si la vérité, effectivement, c'est totalement antidémocratique. Et c'est totalement, ça veut dire que voilà, ça fait des dictatures, ça fait des tyrannies. Bah, si c'est vrai, si vous, ce que vous pensez, c'est vrai, c'est forcément ce que les autres croient, c'est faux. Donc, il y a une incommunication, il y a une tension, il y a une violence terrible. Alors que si vous reconnaissez, enfin, vous exprimez modestement votre point de vue, vous voyez, eh ben, c'est 10 fois mieux entendu. Parce que toute l'énergie qu'on dépense à se prouver ou à dénigrer la position d'autrui, ça risque à long terme de nous retourner, de se retourner contre nous. Să trecem la un Si vous avez des questions à ce niveau-là, s'il y a des choses, je veux bien développer. Vreau să mergem la un subiect mai complicat decât acela politic, și anume relațiile de cuplu. Ați scris într-una din cărțile dumneavoastră că în spatele partenerilor de cuplu stau părinții lor. Că nu ar fi doar două persoane care discută, ci sunt și părinții sau vocile părinților lor. De ce există atât de multe fisuri în relațiile de cuplu? De ce rata divorțurilor este mai mare ca niciodată, în ciuda faptului că există tot mai multe resurse la fel de valoroase cu ceea ce a scris dumneavoastră, există din ce în ce mai multă informație cu privire la traume, cu privire la tristețe, cu privire la nevoile partenerilor de cuplu. Cum se explică intensificarea războaielor în relațiile de cuplu? Oui, parce que, enfin, j'aurais envie de dire 2 choses. D'une part, je pense que le couple, enfin déjà, il y a l'idéologie de l'amour. C'est-à-dire que le fait de penser que le couple est basé sur l'amour au départ, vous voyez, ça n'a pas toujours, enfin, si on se fait des illusions, s'il y a une espèce d'idéalisation, l'idéalisation, ça peut être dangereux pour le couple. Parce qu'en fait, l'amour n'est pas forcément quelque chose qu'on a tout de suite au départ du couple. Et l'amour, ça peut être un travail, vous voyez, un travail qui peut venir petit à petit, et c'est pas tout de suite. Par exemple, dans la Bible, on ne dit pas que Adam aima Ève. On dit ou on ne dit pas non plus que Abraham, dans la Bible Ancien Testament, on ne dit pas que Abraham aime ou aima Sarah. Non. Il n'y a pas de verbe amour, il y a le verbe connaissance. Adam connut Ève. Abraham connut Sarah. Donc ça veut dire que l'amour n'est pas un primat, une condition première de la construction du couple, mais l'amour, ça vient du fait qu'on est ensemble, qu'on chemine ensemble, qu'on se connaît, qu'on croit, qu'on grandit, qu'on fait des choses ensemble. Donc l'amour, alors donc dans l'Occident actuel, les causes de divorce, c'est que
il y a l'idéalisation de l'amour et l'idéalisation de l'amour comme source unique de joie et de plaisir et tout. C'est vraiment... Donc, l'amour est au début, et puis l'amour, c'est vraiment la mère, la matrice qu'on a perdue. C'est-à-dire, l'amour avec un homme, l'amour avec une femme, ça doit nous combler, ça doit nous rendre heureux, c'est harmonieux, on s'entend, tout ça, vous voyez, c'est tout. Et qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas de malentendant. Vous comprenez ? C'est-à-dire que, voilà. Donc, au début, c'est idéalisé comme si l'amour pourrait me combler, alors que c'est pas au début, c'est quelque chose qui se crée petit à petit, et c'est pas du tout quelque chose qui peut nous donner la complétude, le comblement. C'est pas de l'ordre de la mer, hein. C'est pas on n'a pas la mer comme ça. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de divorces parce qu'il y a trop d'exigences infantiles, je dirais. Vous voyez ? Et puis ensuite, il y a aussi, le couple est aussi victime de la société, parce que dans la société, maintenant, par exemple, avant, on avait des parents, enfin le père, il faisait un travail de sa jeunesse jusqu'à la mort. Maintenant, on change d'emploi tout le temps. Il y a une société de changement, il y a tout changement. On utilise et on jette. Il y a même les produits ménagers, il y a date de péremption. Donc, on change, tout est le Kleenex ou paillasson, hein, on change. Alors, voilà, donc le couple aussi, voilà, donc étant donné les noyaux dépressifs qui existent, parce que la monotonie, toujours la même femme, toujours le même homme, toujours le même vie et tout ça, c'est un peu ennuyeux, c'est déprimant, ça fait révéler les dépressions qu'on avait, donc le changement. Et le capitalisme adore le changement, parce que ça permet de changer comme ça, on change des vêtements. Par exemple, là, les vêtements qu'on porte, vous vous rendez compte ? On change comme ça, la mode, ça change. Maintenant, cette année, c'est marron, l'année prochaine, c'est bleu, blanc, etc. Mais il faut changer parce qu'il faut gaspiller, parce que le capitalisme, c'est comme si quelqu'un est sur un vélo, il ne peut pas s'arrêter. Si ça s'arrête, il tombe. Voilà. Donc, le couple n'est pas que victime de la relation entre l'homme et la femme, qui est une relation extrêmement compliquée, mais c'est aussi victime, si vous voulez, de l'idéologie d'une espèce de mythe de l'extérieur, que l'amour est possible, que l'amour est harmonieux, qu'il n'y a pas de conflit, et que quand on est avec une femme, on est amour, enfin on est heureux, etc. Et en plus de ça, si vous voulez, c'est que on croit, vous voyez, on croit que s'entendre, communiquer entre la femme et l'homme, c'est facile. Or, à part passe-moi le sel, s'il te plaît, on ne sait pas ce qu'on se dit, on ne sait pas ce qu'on entend. La communication entre l'homme et la femme est une communication terrible, parce qu'on est de deux univers tout à fait différents. Même en parlant français ou anglais, même en parlant la même langue, on ne parle pas du tout le même langage. La sexualité, l'enfantement, l'argent, la retraite, tout ça, vous voyez, ça n'a absolument pas du tout, ça n'évoque absolument pas la même chose pour un homme et pour une femme. C'est vraiment ces deux. Voilà. Alors, quand on arrive à s'entendre, alors voilà, donc il peut y avoir aussi beaucoup de divorces, parce que de la même façon qu'on croit que parce qu'on est frères et sœurs, on doit être unis, alors qu'en fait, on n'est pas du tout, on n'a rien à voir ensemble et on n'est pas des mêmes parents. De la même façon, c'est pas parce qu'on est mariés, c'est pas parce qu'on s'aime que tout va couler de source et tout va aller de fluide. Et comme on est aussi dans une société qui n'accepte pas la frustration et qui n'accepte pas la souffrance et qui croit que le bonheur est possible et à portée de la main, alors il y a vite la déception et vite, effectivement, les couples se séparent. D'autant plus que dans la culture actuelle, vous voyez, il y a deux mots en français. Il y a un mot qui veut dire liberté, un mot qui est l'autonomie. Alors, ces deux mots, beaucoup de gens croient que c'est des synonymes.
C'est-à-dire, autonomie, c'est pareil que liberté. Mais pas du tout. En fait, ça peut être même des contraires. Par exemple, vous voyez, par exemple, un alcoolique, quelqu'un qui est alcoolique, il est totalement libre de boire 5 litres de whisky par jour s'il veut. Personne ne lui dit rien. Mais justement, parce qu'il boit 5 litres de whisky par jour et qu'il est totalement libre, c'est la preuve absolue qu'il a zéro autonomie. C'est-à-dire qu'il n'a pas de liberté intérieure et qu'il ne peut pas accepter de limites et qu'il ne peut pas se dire non à lui. Voilà. Or, si la libération était quelque chose, c'était une bénédiction fin du 19e siècle, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas libres, maintenant, peut-être que notre projet le plus cher, c'est de nous libérer de la liberté. Parce que le mythe de la liberté, on est libre. On est libre maintenant. Voilà, je suis marié avec toi, je suis libre, je m'en vais avec quelqu'un d'autre, je fais ce que je veux. Vous voyez, donc je suis libre, je peux prendre plaisir. Alors, il y a beaucoup de choses qui font que, effectivement, la relation entre l'homme et la femme, et puis surtout, même avec les parents et les enfants, hein, c'était très compliqué parce que... Et d'ailleurs, alors aussi, c'est que l'homme et la femme, maintenant, ils sont tous seuls l'un face à l'autre. Avant, ils avaient et puis même les parents et les enfants, ils sont tous seuls. Alors qu'avant, c'était une relation triangularisée, c'est-à-dire qu'il y avait les systèmes religieux, sociaux et tout ça. Il y avait un accompagnement à l'extérieur, alors que maintenant, je t'aime, je te prends, je t'aime pas, je te laisse. Il n'y a plus le tiers qui était là avant. Vous voyez Donc, les femmes... Alors, voilà. Alors, cette liberté exagérée a fait que, sur le plan psychologique, nous ne sommes pas autonomes, nous ne sommes pas, vous voyez, ça ne correspond pas à un degré d'autonomie. Et comme la femme est 1000 fois sur tous les plans supérieure à l'homme, vous voyez, donc alors ça a développé de plus en plus la puissance des hommes qui ont peur que les femmes leur échappent, et la domination des hommes sur les femmes qui a augmenté, avec beaucoup de féminicides. Il y a beaucoup de meurtres de femmes par les hommes, parce que plus les hommes prennent conscience de la suprématie des femmes, et plus ils sont obligés de les maîtriser, comme dans certains pays où tout est interdit aux femmes, parce que les femmes, c'est la jouissance. Pour les hommes, ils ne peuvent pas s'en passer à cause de leur sexualité, et puis les femmes, ça fait des enfants. Et donc, les hommes, ils sont de plus en plus obligés de mettre la main mise sur les femmes, étant donné la supériorité grassante des femmes sur tous les plans. Intelligence, autonomie psychique, solidité, espérance de vie, etc. Et puis alors, une différence très importante aussi des femmes et des hommes, c'est que les femmes ne sont pas si esclaves de la sexualité et des objets que les hommes, parce qu'ils ont beaucoup plus en rapport avec la spiritualité et avec leur intériorité. Savez-vous que dans la clientèle des psychothérapeutes psychanalystes, il y a 90 femmes, 95 femmes pour 5 hommes? La clientèle de la psychanalyse, c'est 95% des femmes. Non pas parce que les femmes sont plus fragiles et plus complexées ou plus névrosées, mais simplement parce que les femmes sont beaucoup plus solides. Et comme elles sont beaucoup plus solides que les hommes, elles viennent parler de leurs faiblesses. Et les hommes, ils sont tellement fragiles qu'ils ont, voilà, vous avez parlé de masque, ils doivent porter le masque de la puissance et le masque de la domination pour cacher leur infériorité. Parce que les hommes sont inférieurs aux femmes sur tous les plans. Așa o să pun titlul podcastului. Bărbații sunt inferiori femeilor pe toate planurile. Am văzut de curând un film, se numește Kramer împotriva Kramer. Nu știu dacă l-ați văzut. A luat premiul Oscar cu Meryl Streep și Dustin Hoffman, un film extraordinar. Și la un moment dat, personajul principal feminin, interpretat de Meryl Streep,
spune plec pentru că nu mă mai simt fericită în relație. Evident că la început nu se înțelegea care e motivul pentru care nu se mai simte fericită în relație, dar a nu te simți fericit în relație nu înseamnă neapărat că ți se pricinuiește o suferință în relație. Ajung tot mai puțin fericiți în relație atât bărbații cât și femeile și vreau să vă întreb în raport cu această speță, care este diferența dintre tristețe acută, dintre tristețe profundă și depresie? Quelle différence y a-t-il entre la tristesse aiguë, la tristesse profonde et la dépression? Oui. Ah bah, ça dépend, parce que là, en psychopathologie, on appelle ça la dépression réactionnelle ou endogène. Alors, une dépression, une tristesse, si vous voulez, donc réactionnelle, vous voyez, ça veut dire que c'est par réaction, ça veut dire qu'il y a eu un événement. Voilà, qu'il y a eu un événement. C'est-à-dire que je suis triste parce qu'il y a un trauma, il y a un événement, j'apprends que j'ai un cancer, j'apprends que mon fils est malade ou ma fille ou je ne sais pas quoi, j'apprends, enfin voilà, il y a des choses qui me touchent. Voilà, par rapport à toujours ces deux choses que je dis, c'est-à-dire manquer de nourriture réelle, nourriture affective et de sécurité. Voilà. Ce sont des choses conjoncturelles. La cause peut se trouver identifiable à l'extérieur. Voilà. Mais alors que ça, c'est réactionnel, ça, c'est conjoncturel, ça, il y a des causes, on sait comment, qu'est-ce qui se passe, enfin, on a une clarté de ça. Et puis, la tristesse qu'on a, c'est en fonction du poids du traumatisme. Vous voyez ? Par exemple, si on a perdu 5 €, on n'a pas la même perturbation que si on a perdu 50 000 €. Vous voyez, il y a une proportionnalité entre... voilà. Il y a une différence entre j'ai un petit peu mal à la tête que j'ai un cancer. Donc, il y a une proportionnalité. Alors, dans la tristesse, la différence par rapport à la dépression, c'est que donc, voilà, c'est par rapport à l'extérieur, il y a un événement qui se passe, ça. Et dans la dépression, bah, vous avez tout pour être heureux et puis vous ne l'êtes pas. C'est-à-dire que dans la dépression, ça n'est pas l'adulte qui est déprimé, c'est la dépression de son enfant intérieur qui monte, même s'il ne se passe rien. Il y a des hommes qui se mettent à la retraite à 60 ans, 62 ans, qui ont tout. C'est le taux de suicide le plus élevé. Parce qu'ils ont tout, mais ils ne sont pas. Voilà. Une dépression, ce n'est pas une question d'avoir, c'est une question de manque à être. C'est-à-dire, ils ne sont pas légitimes. Et voilà. Jusque-là, ils avaient des masques à cause des fonctions qu'ils avaient. Il y en avait un qui était général dans l'armée, il y en a un qui était directeur PDG de tel ou tel endroit. Ça apporte certaines satisfactions. Voilà, on boit du lait, enfin de la reconnaissance dans les yeux des gens et tout ça. L'enfant intérieur est content parce qu'enfin, il peut plaire à maman, mais lui-même, il n'est pas dupe. Il sait qu'il continue à rester rien. S'il n'a pas travaillé son être, c'est très important. Moi, je le répète tout le temps. Il y a une question d'identité, d'être. Je suis celui qui suis. Et puis, il y a une question de richesse ou de savoir ou de brillance ou d'intelligence ou de pouvoir ou de lien ou des relations et des choses comme ça. On peut avoir tout ça, mais à condition de ne pas croire que c'est à cause de ça qu'on va devenir quelqu'un. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc, dans la dépression, c'est une dépression ancienne qui vient. Et alors, j'ajouterais que on ne peut jamais réparer, guérir une difficulté. Il y a 3 choses. Difficulté intérieure, une souffrance intérieure, ancienne, psychologique, intérieure, ancienne, psychologique, en ayant recours à une solution actuelle
réel d'aujourd'hui, vous voyez, extérieur. Voilà. On est en porte-à-faux. Donc, quand il y a la dépression, on ne peut pas guérir de la dépression en faisant ci, en faisant ça, et tout ça, et ça. Au contraire, c'est de... Enfin, ça aussi, c'est une autre question que vous ne m'avez pas posée, c'est, en fait, pour aller dans le sens de la thérapie psychique, la première chose à faire, je répète, la première chose à faire, c'est de ne rien faire. Parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était dans le sens des mécanismes de défense pour porter des masques ou pour porter des bouées de sauvetage. Et maintenant, la première chose à faire pour sa guérison, c'est de ne rien faire pour enfin accueillir l'enfant en détresse. Enfin, ça, vous ne m'avez pas posé la question, mais je vous le dis quand même. Don't do. Atât dumneavoastră cât și alți autori ați susținut în cărțile dumneavoastră că depresia uneori este necesară, că poate fi o șansă, dar de foarte multe ori depresia se transformă în boală, în cancer, în boli autoimune. Oui. Cum punem frână depresiei să se metamorfozeze într-o boală fatidică? Bah, il ne faut pas mettre de frein. Justement, une des causes de la dépression, c'est qu'on n'accepte pas la dépression et que ça se stocke, ça se stocke, ça se stocke, ça se refoule, et on prend des antidépresseurs, et on prend des anxiolytiques, et on prend des somnifères. Le problème de la dépression, comme le problème des angoisses et de la souffrance, vous comprenez? C'est pas l'angoisse, c'est pas la souffrance, c'est pas la dépression. Le problème, c'est les mécanismes de défense. C'est parce qu'on lutte. C'est la lutte. La France, c'est le pays en Europe qui consomme 3 fois plus d'antidépresseurs que les autres pays européens. Le problème, écoutez-moi bien s'il vous plaît, notre problème, c'est pas qu'on a des problèmes, on va trouver des solutions. Notre problème maintenant, c'est qu'on a des solutions qui créent des problèmes. Donc, c'est urgent de ne plus trouver de solutions, c'est-à-dire des pesticides, des antibiotiques, des vaccins, tout ça. Donc, le problème, c'est la lutte. Dans les dictatures, vous voyez, les dictatures, ils luttent contre tout ce qui est contestation. Quelle différence y a-t-il entre dictature et démocratie? Dans les démocraties, vous acceptez le mal. C'est-à-dire, vous acceptez que des gens disent autre chose. Dans une dictature, il faut que tout le monde dise la même chose que vous. Et donc, vous combattez le discours différent. Vous combattez jusqu'à ce que vous soyez renversé. Parce qu'une dictature est toujours renversée. Pourquoi? Parce qu'il y a le refoulé. Il y a le retour du refoulé, tout bascule. Alors qu'une démocratie peut durer quand même très longtemps parce qu'il n'y a pas de vérité. La vérité, c'est une toxine. C'est la toxine la plus puissante. Alors que si vous défendez, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous défendez, vous dites, moi, Stéphane, je vous dis ça. That's all. Vous comprenez? Et vous comprenez que, voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas accepter ça, il y a des gens qui ne veulent pas accepter ça. Et des gens, voilà, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Voilà. Donc, il y a de plus en plus de dépression parce qu'ils ne veulent pas de dépression, parce que les gens, ils veulent être heureux. Le bonheur nous a fait beaucoup de mal. On veut être heureux. En fait, c'est l'Éden. Vous voyez, c'est Adam et Ève dans le paradis. Et puis nous, quand on était dans la matrice. C'est pour ça qu'il y a 2 paradis. Dans toutes les cultures, vous voyez 2 paradis. Il y a un paradis au départ, mais qu'on a perdu. C'est intéressant quand même. Et vous avez un second paradis. C'est-à-dire qu'il y a un paradis nostalgique et un paradis utopique. Vous voyez? Donc, et puis il y a même des cultures dans lesquelles les gens ils sont ensevelis, recroviés. C'est-à-dire qu'on retrouve, on retourne dans la matrice. Vous voyez? Voilà. Donc le bonheur matriciel, c'est quelque chose de très fort. Et les gens ne veulent pas souffrir. Dans le couple, par exemple, je connais plein de couples qui pensent que quand il y a les conflits, c'est qu'on ne s'aime pas. Pas du tout. Alors que,
Parce que vous voyez, ils veulent quelque chose d'harmonieux, comme ça, matriciel, que tout va bien, tout le monde il est gentil, on est d'accord, on communique, etc. Mais ça, c'est un désir d'évacuer la complexité, un besoin d'évacuer la complexité qui rend la vie très compliquée. Alors que comprendre que c'est complexe, admettre la complexité, il n'y a rien de mieux pour simplifier l'existence. Je suis désolé, c'est tout paradoxal. Voilà. Pour vivre, il faut accepter qu'on va mourir. C'est l'acceptation du contraire, vous voulez, qu'on n'a pas évacué, qui permet que vous gaspillez moins d'énergie. Vous allez vous épuiser moins à lutter, que vous acceptez comme ça l'inacceptable, et ça vous laisse tranquille. Ça laisse tranquille dans un coin, ça vous permet d'avancer. Să mergem mai departe atunci. Cum putem moșteni traume sau cicatrici emoționale de la străbuni pe care nu i-am cunoscut, de pildă? Să spunem că am avut un străbunic care a murit în lagăr sau pe frontul de luptă. Preluăm traume de la el, ne comportăm ca atare sau o bunică sau, mă rog, o străbunică care a făcut avorturi. A fost traumatizată, noi preluăm inconștient sau, nu știu, am avut, să zicem, un infractor sau un ucigaș în familie și ne trezim că metabolizăm, că simțim. Cum se explică științific aceste stări? Trauma poate fi moștenită? À condition que ça n'ait pas été, si vous voulez, digéré, ça n'ait pas été métabolisé, ça n'ait pas été intégré par les anciens, par nos parents ou par nos grands-parents. En fait, on hérite psychologiquement, voyez, non pas le traumatisme, mais l'attitude face au traumatisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas, c'est-à-dire notre refus ou notre déni. Voilà. Alors que, en fait, ce qu'il faut dire, parce que tout à l'heure je disais, l'enfant intérieur, c'est le petit garçon qu'on était, la petite fille qu'on était. Il se croit inférieur, il se croit rejeté, il se croit abandonné, il se croit coupable, il se croit nul, qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas gentil, qu'il n'est pas intelligent et tout ça. Et nous, en tant qu'adultes, on doit repérer cet enfant intérieur en détresse, l'accueillir et faire le contrepoids, c'est-à-dire que accepter, être dans la compassion avec cet enfant intérieur en détresse, l'accepter, et puis voilà, et puis après, maintenant j'ai pas 4 ans, j'ai pas 3 ans et tout ça. Donc notre héritage, c'est notre héritage, voilà. Il faut pas essayer de s'en débarrasser, il faut pas essayer de, voilà. Donc quand on a des parents, quand on a des ancêtres qui ont été dans des camps de concentration, de toute façon, une fois que la guerre a été finie, les gens qui sont sortis de camps de concentration, vous savez, ils ont été. Il y en a eu combien? Puțini în raport cu câți au murit. Moi, je vais vous dire combien il y en avait. Non, moi, je vais vous dire, parce que, en fait, je vous demande ça pour pouvoir dire ce que je veux dire. C'est qu'il y en a 0. Parce que quand on a été interné dans un camp de concentration, on ne s'en sort pas. Même si on est sorti de corps, on ne s'en sort pas. Donc, je veux dire, les parents, les ancêtres dans des camps de concentration, vous y êtes dans le camp. Vous y êtes, une partie de vous. Une partie de vous sera à jamais là-bas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons une identité plurielle. C'est-à-dire que votre maison a 6 pièces. Et ce n'est pas parce qu'une des pièces, vous ne pouvez pas y aller, que vous n'avez pas les 5 autres pièces. 10 moins 1 n'est pas 0, mais 11. 10 moins 1 est égal 11. Votre histoire, vous ne pouvez pas la modifier. Si vous avez été, par exemple, juif ou pas, cigane ou je ne sais pas quoi, dans les camps de concentration, vous y resterez toujours. Mais si vous acceptez que vous y êtes, que ça fait partie de votre identité, ça peut devenir une richesse incroyable. Et ça ne continuera plus à être des chaînes. Les chaînes,
c'est des contraintes qu'on refuse, qu'on ne veut pas. C'est très difficile de dire aux gens, parce que le capitalisme dit toujours l'inverse, c'est-à-dire la psychologie positive. C'est-à-dire, effectivement, vous pouvez enlever ça, vous êtes libre. Comme je l'ai dit, plus on est libre et moins on est autonome. Voyez ? Donc, votre histoire, c'est votre histoire, parce que le livre de votre vie, en fait, vous avez par exemple 40 ans. Dans le livre de votre vie, il y a 40 ans, mais il y a aussi des tomes avant. Il y a des 150 pages, 200 pages. Vous ne pouvez pas en arracher quelques-uns et jeter. Dans un livre, on ne peut pas arracher des pages. Il faut juste que vous compreniez que à la page 2, vous avez eu un grand-père qui a été criminel, qui a tué. À la page 5, vous avez une mère qui est morte. Vous voyez, donc, etc. C'est votre histoire. Et plus vous allez chérir votre histoire, et moins vous allez la transformer en fantôme. Vous comprenez ça? Pourquoi il y a des fantômes? Il y a des fantômes parce que ça a été des vies inachevées. Et hop, si vous acceptez des fantômes, ça va devenir des anges gardiens et non pas des anges exterminateurs. C'est un état d'esprit, si vous voulez, à avoir, et non pas il faut faire ci, il faut faire ça, il faut rien faire. C'est faire qui nous a mis dans le malheur. Il faut arrêter de faire maintenant. Donc, c'est peut-être, non, je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. On nous a fait croire pendant des années qu'il y a une solution à tout problème et qu'on peut résoudre comme c'est comme ça. C'est faux. Il faut dire l'inverse aussi, qu'il y a plein de problèmes qui viennent de nos solutions. Il y a plein de problèmes qui nous viennent de nos solutions. Les pesticides nous ont ravagé les... Apar tot mai multe cărți care ne vorbesc despre iertare, să ne iertăm pe noi, să ne iertăm strămoșii, dar de curând am citit un autor american care susține că iertarea e ceva improvizat, e ceva nenatural, e ceva cosmetizat. Că atunci când îți pui masca iertării, de fapt amplifici durerea. Care e părerea dumneavoastră? Cum vedeți iertarea sau este bine să încercăm să ne iertăm atât pe noi cât și pe cei care pretindem că ne-au făcut rău? Inclusiv părinți, străbuni, frați, surori. Ça n'a aucune importance. Parce que, en fait, quand il y a crime, vous voyez, donc à partir du moment où il y a crime, eh ben, on sait qu'il y a eu crime, il y a des punitions pour ça. Il y a la prison, il y a les amendes, tout ça. Donc, en fait, la culpabilité, quand quelqu'un nous a fait, oui, donc, mais la culpabilité la plus importante, la plus nocive, la plus toxique, je le dis dans tous mes livres, c'est la culpabilité de la victime innocente. C'est-à-dire que quand on vous frappe, c'est de votre faute. C'est-à-dire alors, c'est pour ça les femmes, par exemple, qui ont été violées, elles sont coupables. Elles disent, coupables, j'aurais pas dû passer par cette rue. Ce monsieur, il m'a dit bonjour. J'aurais pas dû lui répondre, etc., etc. J'aurais pas dû mettre cette jupe ce jour-là. Vous voyez, donc, alors, donc, nous avons à pardonner. Nous n'avons rien à pardonner. Pardonner pourquoi? Parce que quelqu'un qui m'a blessé, pourquoi je lui pardonnerai? Donc, moi, je suis contre le pardon. Mais je pense que le meilleur pardon, c'est se pardonner à soi. D'avoir subi la violence, vous voyez, et de ne pas avoir été assez mauvais, vous voyez, pour faire du mal. C'est-à-dire pour nous défendre, pour nous protéger. Mais le vrai pardon qu'on doit faire à soi, le vrai pardon, c'est à soi-même. Et comment on y arrive? En étant, je dis plusieurs façons, en étant dans la compassion vis-à-vis de notre enfant intérieur, c'est-à-dire comprendre qu'effectivement, ce fut très grave. Vous voyez? Une fille, par exemple, qui a abusé, c'est pas grave, il y a eu un acte sexuel, ça, elle n'est pas blessée nulle part, je veux dire, c'est pas grave. Mais c'est très grave, il n'y a rien de plus grave que ça, parce que c'est vraiment la confusion des générations. C'est le vol, on a volé son enfance. C'est-à-dire que son enfance a été arrêtée brutalement. Vous voyez, elle est devenue tout de suite à un âge qui n'est pas le sien, son enfance a été volée. Voilà. Alors, pardonner à soi, vous voyez, dans le sens, si vous voulez,
de la compassion, c'est-à-dire que voilà, ce qui m'est arrivé, bon. Et puis d'ailleurs, la femme se croit coupable, vous voyez, d'abord parce qu'elle a subi la violence, et ensuite parce que ceux qui ont fait la faute, ils n'avaient pas de culpabilité. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le geste, et puis le violenté, le traumatisé, prend souvent la culpabilité que l'autre qui a fait ça est dans l'impossibilité de prendre sur ses épaules et d'assumer. Donc, se pardonner, ça veut dire comprendre que ça n'est pas moi qui était l'auteur de l'acte, mais il y avait quelqu'un d'autre, et je n'ai pas à prendre sa culpabilité, parce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, de tout ça, et vous voyez, donc... Mais se pardonner à soi, c'est ça qui est un acte salvateur, et pardonner aux autres, je ne vois pas l'intérêt, parce que quelqu'un qui a commis un acte délinquant, bah, il faut qu'il soit puni. Il faut qu'il soit puni parce que, pour moi, parce que j'ai été violenté moi, et ensuite parce que c'est un grand, grand service à lui rendre que de le punir, c'est-à-dire de lui donner des limites et de lui donner donc de le considérer comme un être qui assume les conséquences de son acte. Am citit o carte recent, Psihomagia de Jodorowsky, și acolo ni se vorbește despre actele simbolice. Credeți că ne putem reconstrui copilăria sau să încercăm să ne reconstruim copilăria pierdută prin intermediul unor acte simbolice? Qu'est-ce que vous entendez par d'acte symbolique? Vous pensez à quoi en disant ça? De pildă, psihodrama, de exemplu, să încercăm să jucăm o scenă de care nu am avut parte în copilărie, să avem o lipsă și să încercăm să umplem acel gol interior în plan fizic. De pildă, dacă am văzut în filmul regizat de Jodorowsky, dacă te simți incomplet, să îți vopsești corpul în culoare aurie. Acesta ar fi un act simbolic. Sau dacă te simți captiv, să umfli mai multe baloane albe și să le dai drumul în aer. Dacă simți o greutate, chiar să iei o greutate într-un ghiozdan și să o cari cu tine. Adică în momentul în care te vezi neputincios în fața unei copilării ratate, să încerci să o regizezi, aș putea să spun. Alors, il y avait un ami qui regarde et il voit que son ami est en train de marcher très, 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 très douloureusement, très péniblement, vraiment comme s'il était, si vous voulez, vous voyez, abîmé des pieds, cassé les pieds, qu'il était vraiment en souffrance. Et il s'approche vers lui et il dit, mais pourquoi tu marches comme ça? Ah bah dis donc, pourquoi tu as mis tes pieds dans des chaussures aussi petites? Tu sais très bien que tu chausses, c'est du 43, mais les chaussures que tu es en train de porter, c'est du 38. Alors, pourquoi tu souffres énormément? Pourquoi tu marches avec ces chaussures? Il dit, bah, tu sais, je viens d'apprendre que ma femme veut divorcer. Je viens d'apprendre que ma fille a raté son baccalauréat. Et je viens d'apprendre que mon fils se drogue. Eh bien, c'est pour ça, c'est tellement douloureux que je mets mes pieds dans ces chaussures et quand je les enlève à la maison, tu sais, c'est un grand bonheur que j'éprouve en enlevant ces chaussures qui me font tellement mal à la maison. Voilà pourquoi je mets ça. Oui, alors effectivement qu'on peut faire certaines choses, enfin la peinture ou ça, mais on peut faire la même chose en trouvant une consolation ou une récompense en buvant ou en allant faire l'amour ou en regardant son compte en banque, on voit 50 000 euros de plus, etc. Oui, c'est pas interdit, mais seulement je crains, c'est mon inquiétude personnelle, que ces satisfactions soient éphémères, soient provisoires, soient impermanents et que ça ne dure pas longtemps parce que, en fait, on peut pas se leurrer soi-même, on ne peut pas se tromper soi-même. Et quand il y a quelque chose, on peut pas s'en débarrasser. Et je le dis et je le répète tout le temps, c'est en conservant, c'est en respectant, c'est en intégrant, c'est en acceptant l'inacceptable qu'on peut économiser beaucoup d'énergie et on peut se sentir
beaucoup plus en paix. En paix. Beaucoup plus en paix intérieurement. Domnule Musa Nabate, vă mulțumesc din suflet pentru acest interviu, a fost extraordinar. Dragilor, vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați urmărit de aici, de la Paris. Am venit special până la Paris ca să îl întâlnesc pe mentorul meu. Dacă v-a fost de folos informațiile, un subscribe, un share sunt suficiente. Închei mulțumind celor care m-au ajutat să realizez acest interviu, Paulei, care este aici cu noi în studio, echipei mele. Nu uitați să citiți cărțile lui Musa Nabate, au apărut la editura Filobia. Mulțumesc tuturor, zi bună! Thank you! Merci beaucoup! Merci beaucoup à vous aussi, merci beaucoup!